C'est en 1977 que Chris Marker signe Le fond de l'air est rouge, une véritable fresque politique pour clôturer plus d'une décennie de films militants. L'œuvre déroule sur plus de 3 heures, une exploration des paysages militants des années 60. La première partie est consacrée à la naissance et à la montée de la révolte partout dans le monde, de Cuba à New York, en passant par l'Europe. La seconde partie du film, bien plus tragique, montre comment les forces réactionnaires ont réussi à étouffer l'espoir de ces mouvements, à grands coups de police, de propagande et de guerre culturelle. Le capitalisme semble avoir triomphé définitivement. Cependant, le film se permet un épilogue légèrement teinté d'espoir. En effet, Marker compare les jeunes militants de gauche des 60s à ces loups sauvages, qui étaient nombreux dans les années 60. Considérés comme nuisibles, ils furent chassés massivement, et par des moyens qui les dépassent très largement. L'œuvre se termine ainsi sur cette simple phrase. Une pensée consolante cependant. 15 ans après, il y avait toujours des loups. « 48 ans plus tard, dont 13 après la mort de Chris Marker, le temps lui a donné raison et les loups sont toujours là. Ils se battent encore avec la même détermination et le même courage, alors que les climats politiques actuels ne laissent pourtant encore moins de place à l'espoir. On comprend ainsi qu'il n'est donc pas question d'individualiser la révolte, comme le font les forces du pouvoir, mais plutôt de la replacer dans son récit intemporel, celui d'une résistance éternelle qui se refuse à disparaître. Car se révolter, c'est une affaire de mémoire pour mieux comprendre l'oppression et lui résister. Lorsque le film se termine, le premier nom que l'on peut lire au générique n'en est pas un. Les véritables auteurs de ce film sont les innombrables caméramens, preneurs de son, témoins et militants dont le travail s'oppose sans cesse à celui des pouvoirs qui nous voudraient sans mémoire. Chez Marker, la lutte s'inscrit donc dans cette mémoire et cet héritage plus vaste qu'il nourrit lui-même en retour. Grâce à ces images, l'inexorable insoumission de cette jeunesse des 60s peut ainsi résonner pour l'éternité. Mémoire est en effet le mot-clé qui s'impose lorsque l'on cherche à comprendre l'œuvre de Chris Marker, riche de plus de 80 films, ouvrages et expositions diverses. Mémoire donc des révoltés, mais aussi mémoire des arts, des curiosités, des animaux, des figures, des artistes, et mémoire surtout des peuples, partout dans le monde. En bref, des images pour retranscrire des moments de vie, des images qui se transforment instantanément en un nouveau réel immortel. Pour mieux comprendre le lien profond entre image et mémoire, jetons un œil sur le film le plus célèbre de Chris Marker, La Jetée, sorti en 1962. Composé presque uniquement de photographies qui se succèdent, ce court-métrage se situe dans un futur sombre, dans lequel Paris a été dévasté par une guerre nucléaire. Les rares rescapés doivent survivre tant bien que mal dans les souterrains de la ville. Un seul espoir pour l'humanité, envoyer des émissaires dans le passé pour y trouver de l'aide. Un homme est choisi car il poursuit obsessionnellement une image issue d'un souvenir d'enfance, le visage d'une femme sur la jetée à Orly. Pour le reste du film, nous sommes alors projetés avec lui dans le temps, ou plutôt, dans un nouveau temps, créé à partir de ses propres souvenirs. Car ce voyage au cœur de la mémoire montre bien qu'elle est tout sauf neutre, mais plutôt fragmentée, subjective, hantée par des images. On comprend alors la structure en roman photo de l'œuvre. Chaque image est un fragment de mémoire qui nous apparaît dans toute sa fragilité. Le film est ainsi un assemblage incomplet de visions, d'obsessions, de manques, de rêves. Un assemblage qui s'impose dès lors comme un réel nouveau, car on voit bien que la mémoire de ce personnage constitue en fait une réalité propre. La jetée se termine sur le personnage réalisant que l'image qui l'obsède depuis des années représente en réalité sa propre mort. Marker montre ainsi la mémoire comme l'espace où se décide tout notre être, de notre fragilité jusqu'à notre puissance. Car c'est précisément cet entrelacement de souvenirs et d'images qui conditionne nos choix, nos désirs, nos rêves, nos révoltes. C'est dans la mémoire que se joue notre rapport au monde, dans toute sa complexité. En résumé, chez Marker, les images sont avant tout des vecteurs désordonnés de la mémoire, et la mémoire, un acte de résistance face au temps et au pouvoir.
Tout ceci nous permet d'enfin nous pencher sur le film considéré par beaucoup comme le plus grand chef-d'œuvre de Chris Marker, Sans soleil, sorti en 1983. La première image dont il m'a parlé, c'est celle de 3 enfants sur une route, en Islande, en 1965. Il me disait que c'était pour lui l'image du bonheur, et aussi qu'il avait essayé plusieurs fois de l'associer à d'autres images, mais ça n'avait jamais marché. Il m'écrivait « Il faudra que je la mette un jour toute seule, au début d'un film, avec une longue amorce noire. Si on n'a pas vu le bonheur dans l'image, on en verra le noir. » Sans soleil est un film essai expérimental qui propose principalement une exploration culturelle de 2 pays radicalement différents, le Japon et la Guinée-Bissau. La narratrice lit en voix off des lettres d'un personnage fictif, qui est en réalité Chris Marker, nous livrant ses observations, remarques et réflexions philosophiques diverses. Ce film est d'une rare richesse et approfondit comme nul autre la réflexion sur les images mémoires. Marker s'auto-justifie dans la première partie du film en indiquant que l'objectif avec l'exploration conjointe de ces 2 pays n'est pas la recherche de contraste. Il est bien plus qu'un colon qui souhaite simplement capitaliser sur l'esthétique de l'exotisme. Il nous indique que son but est plutôt de proposer un voyage vers 2 pôles extrêmes de la survie humaine. En Guinée-Bissau, survie concrète, face aux sécheresses, à la pauvreté et aux combats révolutionnaires. Au Japon, survie symbolique, survie du sens face à la machine capitaliste. Et comme on l'a vu, la survie engage la mémoire. Ainsi, alors que la jetée s'intéressait à la mémoire en tant que fondement individuel, il est dès lors ici question de mémoire collective et sociétale. En d'autres termes, il est ici question de créer des fragments de mémoire-monde. Une ambition qui se reflète jusque dans la structure même de l'œuvre. Constitué de fragments désordonnés, le film se permet des va-et-vient, des digressions, des images entrelacées qui se répondent sans cesse. Depuis de grands bouleversements politiques jusqu'à des images du quotidien banal, en passant par des visions altérées par ordinateur. On retrouve bien la fragmentation subjective et déformante de la mémoire, avec la voix off qui revient comme une conscience tordre les images et en faire jaillir un réel nouveau. Cette mémoire-monde se construit donc avec un assemblage de banal, de sacré, de rêve et de poésie. C'est ainsi que la lettre mélancolique d'un kamikaze avant sa mort côtoie ici des images de spots publicitaires japonais et de rituels sacrés. Marker interroge ainsi sur le principe même de mémoire collective. Si l'on considère que nos sociétés sont fondées et fonctionnent sur nos souvenirs de ce qui a précédé, comment est façonnée cette mémoire ? Quels sont ces matériaux ? Voilà la question au centre de l'œuvre de Chris Marker. Il tente d'y répondre lorsqu'il filme les rituels et les carnavals populaires, des lieux dans lesquels cette mémoire collective est vivement mobilisée. Une musique électronique vient plonger le film dans une ambiance hors du temps, comme un autre monde lointain et inaccessible. L'explication de Marker nous la donne quand il parle des images par ordinateur qui viennent ponctuer le film. D'après lui, elles sont moins menteuses, car elles se donnent à voir pour ce qu'elles sont, de simples images, et ne tentent pas de se faire passer pour une forme de réalité. Comme on l'a vu plus tôt, pour Marker, les images constituent un vecteur principal de la mémoire collective moderne, et comme tous ces autres matériaux, il convient de se rappeler qu'elles ne sont jamais une représentation réelle du passé, mais viennent plutôt créer une réalité, un nouveau monde à part. Marker filme l'après-révolution en Guinée-Bissau, et met en lumière les jeux de trahison, les déceptions, les illusions perdues qui ont suivi. Il montre bien que le récit collectif révolutionnaire n'existe pas, mais pour citer ces mots, qu'il n'existe plutôt que 1000 mémoires d'hommes qui promènent leurs déchirures personnelles. On rejoint ainsi ce qu'on a dit plus tôt sur la mémoire collective comme éclat d'images diverses et désordonnées. Il n'y a donc pas une mémoire, mais des mémoires, comme des mondes qui s'entrechoquent. On peut donc conclure que Sans soleil constitue ainsi un espace abstrait et poétique, un véritable carrefour de mémoire de l'humanité, comme des réalités multiples qui se rencontrent. On en revient ainsi au fond de l'air est rouge, avec cette révolte inéluctable de la jeunesse comme une grande rencontre des mémoires. On comprend que tant qu'il y aura des images qui s'entrechoquent, des mondes qui se répondent, il y aura une résistance, une lutte existentielle. Dans 1000 ans,
Si le concept de mémoire a par miracle survécu, il y aura toujours des loups.